aurait jamais testé en tant qu'employé et peut-être qu'on les aurait jamais recrutés. Et je pense que pour moi, ça, c'est surtout dans les quartiers, dans les milieux ruraux et éloignés, c'est des choses comme ça qu'il faut mettre dans la tête en fait de nos jeunes. Parce que la plupart des jeunes qui fréquentent nos structures et qui sont dans nos quartiers et qui sont éloignés, ils n'auront pas la chance de faire un stage ou dans une entreprise ou dans quelque chose qui va un peu les motiver. Parfois même leur premier stage c'est l'hypermarché du coin, donc ça leur fait pas rêver, ça leur donne une mauvaise idée de départ du monde professionnel. Et peut-être que là-dessus ça leur permet pas d'avoir une ambition pour faire des grandes études, pour pouvoir avoir un emploi convenable. Parce que ce qu'ils voient autour d'eux, déjà il n'y a pas d'exemple de réussite. Il y a très peu d'exemples de réussite quand il y en a, ils sont pas mis en lumière, donc finalement c'est difficile de se référer. Et là-dessus, ça permet d'avoir un premier pas dans le monde professionnel. Et je pense que c'est très bien. Et c'est ça que nous, en fait, on veut essayer de créer avec les déterminés. C'est vraiment créer une génération d'entrepreneurs qui, eux, vont servir en quelque sorte de modèle et qui vont permettre, en fait, à d'autres jeunes autour d'eux de pouvoir avoir des références. Moi, quand j'ai lancé ma première boîte à 21 ans, parce que j'ai eu une opportunité, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais en fait, je ne savais pas que j'étais capable parce que autour de moi, j'avais aucun exemple d'entrepreneur, ni dans ma famille, ni dans mes amis, ni dans mon quartier. Et ça fait que finalement, quand on voit ça, pour nous, notre avenir, c'est de faire peut-être préparateur de commandes, c'est de faire livreur. Et encore, ça, c'est des métiers qui valorisent dans ces quartiers-là, or qu'on a une ambition de faire plus. Et ça, c'est des choses qu'il faut mettre en lumière. C'est des choses dans lesquelles il faut raconter des histoires, des parcours d'entrepreneurs atypiques qui sont partis de rien finalement, qui se sont construits. Et je pense que notre pays regorge de ces genres de réussite, mais il faut qu'on puisse les rendre accessibles à tous. Nous, quand on prend des personnes qui n'imaginent même pas qu'un jour ils pourront porter des projets ambitieux et entrepreneuriaux, finalement on leur donne des outils pour leur dire qu'ils sont capables en fait. Parce que au fond d'eux, ils ne savent pas qu'ils sont capables. Et finalement, quand vous les mettez en confrontation, en situation face à des opportunités de business qu'ils peuvent avoir devant eux, bah, ils arrivent à révéler la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est ça qu'on fait. Et plus on va mettre des initiatives comme ça, bah, finalement, ça permet en fait à n'importe quel jeune, peu importe son parcours, peu importe son niveau d'études, peu importe son expérience entrepreneuriale ou pas, de se dire que moi je suis dans un pays où il y a tous les outils nécessaires pour que je puisse m'en sortir et je puisse réussir. Voilà. Je voudrais qu'on reparle un petit peu de la ruralité, parce qu'on parle beaucoup donc de ces territoires, de ces quartiers. Avec vous, Patrick Roper, peut-être avant d'abord de parler de la ruralité, un tout petit mot sur ce qu'a dit Marie Trélucane tout à l'heure, parce que j'aimerais bien avoir votre opinion personnelle, hein, mais en tant que patron d'une des grandes entités de la SNCF, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'obliger, pour pouvoir embaucher certaines personnes dans des grandes entreprises, voilà, de les obliger à avoir fait un service national? Est-ce que ça vous semble, vu de là où vous êtes, quelque chose de réaliste? Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que tous les jeunes qu'on embauche, qui ont été pris en apprentissage ou qui ont fait une césure quand on est à un niveau d'études plus important, sont des jeunes qui ont une maturité plus importante, qui ont une capacité à s'insérer dans l'entreprise beaucoup plus rapide. Et c'est une très bonne idée. Je ne sais pas comment on pourrait y aider et y contribuer. En tout cas, c'est la capacité à donner à nos jeunes, avant d'entrer dans le monde du travail, une expérience avec d'autres, une expérience quasi professionnelle. Ça contribue à leur maturité et c'est d'une très grande valeur dans la boîte après. Parce que très souvent, je me retrouve par rapport à ce que disait Fabrice, en difficulté de ne pas trouver les talents, voire parfois on trouve des talents, mais des talents qui n'acceptent pas les contraintes qu'on met sur la table. Nous sommes un service public, il faut bosser 24/24, 7 sur 7, même les jours fériés, et même pendant les vacances. Eh bien on a du mal aujourd'hui à trouver des gens qui acceptent ces contraintes-là. Ça peut paraître dingue, hein, mais on manque de gens. J'ai un très grand nombre de postes qui ne sont pas couverts. Et on trouve parfois les gens qui ont la compétence parce qu'ils sortent de l'école, mais ils ne veulent pas accepter cette contrainte. Et donc on les embauche et au bout de 3 mois, ils partent. Donc tout ce qui conduira à avoir une meilleure maturité des jeunes qui sont dans la vie active est pour moi le bienvenu. On va parler de la ruralité en quelques secondes, mais comme je vois que Fabrice Le Sachet veut réagir... Non, peut-être 2 mots complémentaires sur l'entrepreneuriat.
Moi, je crois que fondamentalement, l'entrepreneuriat aussi dans notre pays, parce qu'on a une grande vitalité entrepreneuriale, c'est aussi une réponse au manque de fluidité du marché du travail. Tu l'évoquais dans le cas des quartiers, mais moi, je connais autour de moi beaucoup de jeunes très diplômés qui n'ont pas réussi à s'insérer sur le marché du travail et qui ont créé leur propre entreprise comme une stratégie d'évitement au manque de fluidité du marché du travail. Donc, en France, aujourd'hui, je crois qu'en 2016, c'est des statistiques officielles, les chiffres l'attestent, on est le premier pays en termes d'investissement dans les jeunes pousses. 2,6 milliards d'euros, c'est un chiffre conséquent. On est devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni. Mais l'entrepreneuriat, on peut ouvrir ce sujet dans un cadre plus global. Et tu as évoqué l'Afrique, puisque c'était une des contributions du livre 60 idées pour Macron, en tout cas c'était la mienne. S'agissant du continent africain, l'entrepreneuriat, c'est une question vitale. On sait très bien que les entreprises existantes, les États n'auront pas la capacité à absorber le flux de jeunes. L'Afrique est un continent extrêmement jeune, c'est une force, cette vitalité démographique, à la condition qu'il y ait une vraie employabilité, une insertion sur le marché du travail. Et l'entrepreneuriat, on n'a pas l'idéologie de l'entrepreneuriat, mais c'est une des solutions rapides et efficaces parce que ça promeut le secteur privé, l'initiative, l'innovation. Et on voit bien en Afrique toutes les innovations en cours qui sont extrêmement nombreuses et porteuses. Et enfin, toujours sur l'entrepreneuriat, et là je reviens en France, dans un certain nombre de cas, l'entrepreneuriat, c'est une chance pour changer de métier. Alors, j'ai échangé avec la directrice d'un grand journal, je ne citerai pas le nom, mais ils ont dû procéder à un plan social. Je crois qu'une trentaine ou quarantaine de journalistes ont dû quitter ce magazine hebdomadaire, et une grande partie des journalistes a saisi l'opportunité du plan social pour totalement changer de métier. Et changer de métier, ça va être extrêmement important dans les années à venir, parce qu'on sait très bien que les technologies vont bouleverser nos compétences. Voilà. Entrons donc dans le dernier chapitre de ce débat, dans les minutes qui nous restent. Je voudrais qu'on parle donc de nos campagnes, parce qu'avec vous, notamment Patrick Roper, votre livre s'intitule City Booster, donc tourné dans son titre vers les villes. Or, c'est vrai que quand on parle de la réussite dans les territoires, des nouveaux Eldorado, on se dit qu'on oublie peut-être un peu nos campagnes et que, vu notamment des usagers du train, ces habitants des campagnes, des milieux ruraux, ils peuvent avoir, à juste titre, parfois le sentiment d'être oubliés parce qu'en France, aujourd'hui, arrêtez-moi si je me trompe, mais on a plutôt tendance à fermer des gares qu'à en ouvrir dans ces milieux-là. Est-ce que c'est vrai ou pas, d'abord ? Alors déjà, ça, c'est faux. Très bien. C'est-à-dire que si on prend les 10 dernières années, on a ouvert une cinquantaine de gares. On n'a fermé aucune. D'accord ? Ce qu'on observe, nous, aujourd'hui, c'est que... depuis 2008, il y a plus de gens qui habitent dans les villes que dans les campagnes, dans le monde. Et en 2030, on sera 65% habités dans les villes, avec une planète dont la population augmente. Donc, l'enjeu des campagnes est un enjeu réel, assez important en France, mais mondialement, nous nous concentrons dans les villes. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de rendre ces villes vivables. Donc, de gérer les enjeux de congestion, de pollution et de rareté de l'espace. Et c'est ça qui est le défi aujourd'hui. Et quand on travaille sur l'aménagement des quartiers autour des gares, ce que j'appelle moi les city boosters, que ce soit en France, en Asie, au Moyen-Orient, on les conçoit en construisant autour de la gare une mini-ville. Très simplement, on prend un compas, on prend 600 mètres, on fait un cercle, et là on doit y placer tout ce qui fait la ville, à savoir les logements, les bureaux, les loisirs, la culture, le commerce, l'éducation. Et c'est en concevant des villes comme ça qu'on prépare le monde de demain. C'est tout l'enjeu du Grand Paris qui est en ce moment... C'est tout l'enjeu du Grand Paris, mais qu'on travaille en ce moment à Shenzhen, à Téhéran, à Doha. Dans toutes les villes du monde, on est confronté à cela. Et dans les villes de taille moyenne, puisqu'on parle... Ouais. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse accéder à un hub important à une distance à pied. En fait, aujourd'hui, mondialement, on cherche à faire qu'on puisse vivre à pied. En fait, on revient à la ville d'avant, hein, très clairement. Et ce que nous travaillons en ce moment dans les territoires plutôt ruraux, c'est la connexion à la métropole. C'est
Et c'est ça qu'on travaille aujourd'hui, c'est la capacité à avoir, quand on est en périphérie de Lyon, qu'on habite à Montluel ou à Ambérieu ou dans d'autres villes, c'est qu'on puisse avoir notre vie dans la ville qu'on a choisi d'habiter et puis de rejoindre facilement la grande métropole dans laquelle il y a une concentration d'activités. Donc ce que vous voyez fleurir en ce moment dans ces gares, c'est plutôt des espaces de coworking. On a beaucoup qui se déploient en ce moment pour qu'on puisse permettre de se rassembler dans un lieu qui va être connecté à la grande métropole qui génère la très grande activité économique et puis qu'on puisse le faire correctement pour le rythme de vie qu'on a choisi d'adopter. Marie Trélucane, toute la démarche que vous avez entreprise auprès de ces quartiers délaissés, vous nous avez parlé de Cergy-Pontoise, est-ce qu'elle pourrait être appliquée, selon vous, dans des villes de taille moyenne, dans des villes de ce qu'on appelle la France périphérique, et dans nos campagnes ? Ça l'est déjà, mais pareil, un peu de manière tout à fait insuffisante. Les jeunes en milieu rural, d'ailleurs, les phénomènes, honnêtement, et d'illettrisme parfois, et de déscolarisation précoce, et d'addictions diverses et variées qu'on trouve en banlieue des quartiers prioritaires urbains, on les retrouve aussi chez les jeunes qui restent longtemps dans les milieux ruraux, malheureusement. C'est des mêmes phénomènes sociaux. Donc sur les jeunes qui se mobilisent, on a autant de jeunes en milieu rural qui auraient envie, mais là, on a des problèmes de financement du système, puisque en milieu rural, on rajoute le problème de la mobilité, de si on a une mission qui est à Perpète-les-Oies, comment on y va, ou vice-versa. Même les communes rurales, par exemple, aimeraient bien confier des missions à des jeunes, mais le dispositif actuel, l'État paye un peu, mais paye pas tout, paye pas l'encadrement, paye pas la mobilité, justement, paye pas le logement. Donc pour arriver à avoir des jeunes qui viennent en milieu rural, même pour des communes qui aimeraient bien les accueillir, à leur confier des missions, ils ont un petit problème. Donc il y a un vrai besoin et de missions à confier et de jeunes qui ont envie de s'engager. Là, il faut qu'on se mette tous autour de la table, les entreprises, l'État, les collectivités, pour mettre les quelques... Moi, j'ai évalué à 10 000 € par jeune par an, je vais vous dire, indemnité tout compris, le fait de démultiplier. Mais honnêtement, ça vaut l'argent, puisque 1 € investi, c'est 3 € derrière en termes de compétences développées, en termes de services rendus à la société, en termes de cohésion sociale. Donc je pense que ça vaut le coup de mettre les moyens. Moussa Camara, cette expertise, vous avez développée auprès des quartiers. Quand vous écoutez ce qu'on se dit là, en fait, elle peut effectivement s'appliquer à d'autres types de territoires. En fait, nous, on n'a pas attendu ça. On a été très pragmatique. Et la formation, on a commencé à la développer dans les régions, notamment à Lyon et en Meurthe-et-Moselle. Et finalement, quand on l'a développé en Meurthe-et-Moselle, on s'adressait à un public urbain. Et dans une réunion d'information, il y a eu un autre public qui s'est invité dans cette réunion-là, en disant que nous, on vient des campagnes un peu éloignées, Lunéville, Vendeuve, les Nancy, etc., des villes à côté. Et on aimerait bien bénéficier de cette formation. On a trouvé des solutions très pragmatiques. C'est vrai qu'il y a un problème de mobilité. Donc on a dû trouver tout un système de covoiturage. On a trouvé des financements complémentaires pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes des milieux ruraux puissent intégrer en fait cette formation tous les jours au quotidien et suivre en fait tout le parcours des formations pendant 6 mois. Et voilà, aujourd'hui, moi je pense que les déterminés, on doit aussi s'occuper de la question des milieux ruraux parce que c'est très important. En plus là-bas, vu qu'ils sont isolés, c'est d'autres perspectives. Et la formation qu'on a testée, qu'on a expérimentée à Nancy, entre ces quartiers populaires et ces milieux ruraux, a créé une véritable cohésion et un état d'esprit de famille parce qu'ils venaient des milieux différents, donc ils ont dû échanger, se parler et tout, etc. Et finalement, c'est l'une des formations où ils sont le plus solidaires entre eux. Il y a déjà des créations où il y a des synergies qui se créent et tout. Et même après 6 mois après la formation, ils se voient encore, il y a encore des choses qui se passent et tout, etc. Certains ont démarré leur activité, ça crée un peu d'emploi. Une personne aussi, elle a pu créer un emploi aussi de service dans sa campagne. Et voilà, c'est un sujet très très important pour nous chez les déterminés dans notre ambition d'essaimage au niveau national, notamment dans les Outre-mer, mais dans ces milieux ruraux, c'est 2 défis qu'on aura à relever dans les prochaines années. Merci Moussa Camara. Le mot de la fin pour Fabrice Le Sachet. Non, je veux juste rebondir très rapidement sur la mobilité. C'est effectivement un enjeu majeur pour les entreprises. Et la plupart des entreprises qu'on rencontre nous disent que justement, elles ont des difficultés à recruter en raison de problèmes de mobilité. Des potentiels profils recrues évoquent des problèmes à se rendre sur le lieu de travail.
Et on a dans certains MEDEF territoriaux des entreprises qui sont obligées de s'organiser entre elles pour offrir une offre de transport qui corresponde par ailleurs aux nouveaux modes de travail. Parce que les salariés, ils n'arrivent plus peut-être comme il y a 10 ou 15 ans à 9 h et ils repartent à 18 h ou à 17 h. Ils arrivent le matin, l'après-midi ils rentrent à la maison, ils font du travail à distance et donc il faut aussi que l'offre de mobilité s'adapte à la réalité des mutations du marché du travail. Et ça, ce n'est pas encore le cas partout. Pourtant, les entreprises contribuent à la mobilité dans les territoires par des versements sur les transports. Il y a des cotisations des entreprises pour l'offre de transport. Donc il ne faudrait pas que les entreprises aient une double peine. Elles payent pour une offre de transport qui n'est pas forcément adaptée aux besoins de leurs salariés. Et en plus, elles doivent se débrouiller et repayer après par elles-mêmes. Donc ça, on est très attentif à ça et la mobilité, c'est vraiment essentiel. Donc on va quand même laisser Patrick Roper répondre. Ça voulait juste à rebondir un tout petit peu. L'enjeu de s'adapter et de définir l'offre de transport, c'est aujourd'hui en France le rôle des régions, le rôle des autorités organisatrices qui définissent la nature d'offre de transport qu'elles veulent mettre sur la table. Et donc c'est un débat qu'on peut avoir ensemble avec les entreprises et avec SNCF et avec les régions. Mais à un moment donné, le décideur est aujourd'hui dans ce pays un décideur public. Merci beaucoup à tous les quatre, Fabrice Le Sachet, Patrick Roper, Marie Trélucan, Moussa Camara. Je renvoie à vos contributions que vous pouvez trouver dans ce livre 60 idées pour Emmanuel Macron, qui a été donc écrit l'an dernier. Je renvoie à votre livre, Patrick Roper, City Booster, aux éditions du Débat Public. Merci à vous de nous avoir suivis. Il y aura d'autres débats sur ce stand, notamment un qui est intitulé « Au secours, mon prof est un robot ». Vous voyez, on s'intéresse à de très nombreux domaines aujourd'hui et pendant tout le Salon du Livre sur ce stand du Débat Public. Merci à vous. Entre les deux et après avoir découvert le service civil aux États-Unis, que Clinton venait de lancer à l'époque, inspiré par une association qui s'appelle City Year, une année pour la ville, et qui mélangeait des jeunes des différentes communautés culturelles. Une année pour apprendre à se mélanger en faisant des choses pour les autres. Donc on a eu cette illumination que si en France aussi on permettait aux jeunes pendant une année de se mélanger au-delà de leurs milieux sociaux, de leurs croyances, de leur réussite ou échec scolaire pendant une année pour aider et contribuer à répondre aux besoins de notre société, que ce soit sur des grands enjeux environnementaux ou des grands enjeux sociaux, peut-être qu'on pourrait avoir une société plus unie où les Eldorado potentiels qui sont sous-exploités, étouffés, pourraient vraiment s'exprimer et où les uns seraient conscients de la richesse des autres en ayant une expérience commune. Pourquoi est-ce que vous dites que cet Eldorado est sous-exploité ? De toute manière, à part au débat de ce soir, on voit bien le traitement médiatique qui est fait des quartiers. C'est généralement quand ça brûle, quand ça va pas, pour parler de l'échec, de la délinquance. C'est pas des trafics de drogue. C'est pas pour parler, par exemple, des quelques milliers de jeunes, pour ce qui me concerne, qui se sont engagés volontairement pendant une année pour faire des choses pour la société. Certains ont monté leur propre projet solidaire en partant des besoins qu'ils constataient dans leur quartier. Pendant une année, ils ont monté une action pour lutter contre l'excision, pour lutter contre les préjugés liés à la couleur de peau, pour aider des plus jeunes qu'eux à savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Tout ça, moi, je l'ai vécu avec des jeunes qui parfois avaient arrêté l'école tôt et qui finalement sont des énormes forces vives qui, si on leur redonne un peu confiance et qu'on leur donne confiance aussi en la société, qui peuvent avoir leur place dans la société, ils ont des milliards de choses à prouver. Nous, on a mobilisé plus de 20 000 jeunes déjà sur 9 mois, dont à peu près 38% n'avaient même pas le bac, 40% à peine le bac, donc une vraie des gens qui ne viennent pas non plus. À peu près un quart de ces jeunes venaient des quartiers. De ces quartiers-là et à la sortie, ils sont quasiment tous en emploi, tous ils sont sortis de l'auberge, même en partant de bas en termes de niveau d'études, parce que justement il y a un potentiel, il y a une envie de se battre et quand on a une petite chance de montrer de quoi on est capable, derrière ça décolle tout seul. On a donc une expérience différente mais sûrement complémentaire avec Moussa Camara qui est à votre droite. Je propose de lui... Ah ben voilà, vous avez bien un micro, c'est bon. Parlez-nous, vous, de votre association, Les Déterminés, qui vient en aide à ces jeunes pour leur permettre d'apprendre, j'allais dire, toutes les ficelles, de leur donner les clés pour entreprendre là où ils sont, là où ils habitent, là où ils ont grandi.
Bah moi c'est simple, c'est parti d'un constat. J'ai grandi dans un quartier à Cergy-Pontoise qui était assez difficile et tout, et qui a été totalement détruit pour être reconstruit. On a subi une rénovation urbaine qui a été mal vécue par les habitants. Et à cette époque-là, on s'est dit que le premier modèle qu'on avait autour de nous, c'était l'associatif. C'était de créer une association pour fédérer en fait les énergies des habitants, mieux les accompagner. Donc dans les premières années de l'association, on s'est occupé tout ce qui était question de la thématique sociale, la réussite éducative de nos jeunes, mais aussi les familles, parce que c'était lié aux problématiques des jeunes qu'on accompagnait. Ça a touché tous les aspects de citoyenneté, parce que la plupart des jeunes dans ces quartiers ne se sentaient pas forcément faire partie de la société, donc il fallait faire un gros travail là-dessus, et petit à petit on a commencé à s'ouvrir. Nous, le déclic, ça a été l'ouverture, parce que si on serait resté uniquement dans notre quartier entre nous, on n'aurait pas eu ces opportunités et cette envie de pouvoir réussir, parce que finalement, quand tous les jours au quotidien, vous voyez l'échec, les difficultés sociales qui s'accumulent, ça ne laisse pas présager une perspective d'avenir positif. Donc on a tout de suite voulu sortir un peu de notre quartier, créer des liens aussi avec d'autres personnes qui venaient d'autres milieux sociaux, et ça a été un impact direct dans notre action. Et petit à petit, au fur et à mesure, on a commencé à travailler là-dessus, et on s'est posé la question en se disant que finalement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour du développement économique des habitants de ces quartiers, parce que si on les aide socialement à réussir, finalement, s'il n'y a pas une réussite économique à côté, ça ne fonctionne pas. Vous dites, j'ai vu beaucoup d'entreprises créées, mais au bout de 3 ans, c'était l'échec. Exactement. Et c'était l'échec. Pourquoi ? Parce que parfois, quand vous créez une entreprise, si vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes pas dans un réseau d'entrepreneurs, c'est difficile finalement de pouvoir réussir et d'avoir le soutien nécessaire pour pouvoir développer son entreprise. Donc pour nous, ça a été de mettre une action en place qui a été très concrète autour du développement économique de ces quartiers, en créant une passerelle entre ce qui existait déjà, l'écosystème économique, et nos entrepreneurs qui existaient dans nos quartiers et dans nos territoires. Des entrepreneurs dans quel domaine, dans quel type d'activité ? On a vraiment dans tous les domaines. Vraiment, on a la start-up en forte croissance qui propose une plateforme de recrutement d'urgence, jusqu'au commerce de proximité, à l'entreprise de proximité de traiteur événementiel ou de transport. Mais peu importe, nous, notre idée, c'est de se dire, on a des entrepreneurs déterminés qui ont envie. On va leur apporter, par le biais d'une formation qui va durer 6 mois, avec 6 semaines intensives, où on va leur donner les clés, les outils, avec des entrepreneurs, des professionnels, des formateurs expérimentés. Parce que notre idée, c'est pas de pouvoir proposer une formation à des jeunes parce qu'ils viennent d'un quartier, mais une formation avec les meilleurs experts, des meilleurs entrepreneurs. Parce qu'une fois qu'ils passent la porte des déterminés, on les regarde comme des entrepreneurs et des personnes qui seront capables de créer de l'économie, non seulement dans leur territoire, mais dans le pays tout entier, et faire partie de l'écosystème économique. Voilà ce qu'on fait avec les déterminés. Moussa Camara, vous parlez donc de la nécessité de l'ouverture à d'autres quartiers, et je crois que vraiment ça passe par la connexion avec la nécessité, la mobilité. Et vous êtes évidemment très bien placé pour en parler, Patrick Roper, puisque votre sujet, à vous, c'est de faire en sorte que la France soit connectée, mobile, les Français soient mobiles. En quoi, dans des quartiers de ce type, une gare peut jouer un rôle justement dans le développement et dans la réussite des jeunes dont parle Moussa Camara? D'abord, c'est extrêmement juste. Aujourd'hui, le besoin de mobilité est un élément clé pour tous les citoyens, et c'est extrêmement important dans l'ensemble des territoires quand on a quitté la grande métropole. Donc le rôle du train, du transport public, de la gare est assez majeur, et la singularité de la gare, c'est qu'aujourd'hui on accueille un très grand nombre de personnes. C'est tous les jours 10 millions de personnes qui passent dans les gares en France, et que c'est un des rares lieux finalement qui n'exclut personne. Vous passez Gare du Nord aujourd'hui, à la Gare du Nord, on a 750 000 personnes qui vont passer dans la journée, et des gens des plus modestes qui iront dans le 9-3, aux gens les plus fortunés qui iront sur la City. Et ce grand écart-là, on le rencontre tous les jours. Et ça donne à la gare un rôle assez singulier, qui est une capacité à contribuer au développement économique de la ville. Et c'est ce que nous, on essaye de faire aujourd'hui en travaillant avec des associations, avec des jeunes entrepreneurs. Et la valeur économique de la gare, qui est celle d'un très grand flux,
qu'on peut monétiser, eh bien, c'est ce qu'on propose à de jeunes entrepreneurs dans des gares aujourd'hui avec des projets, par exemple, pour une jeune équipe qui a monté une boîte qui s'appelle Nos grands-mères ont du talent. Eh bien, ils proposent des recettes de grand-mères préparées par des équipes et qui sont aujourd'hui vendues dans des gares en France. Eh bien, c'est la capacité à aller chercher et à mettre au contact d'un très grand flux de gens, de jeunes entrepreneurs. Et ça crée de la valeur économique. Et ça, des initiatives comme celle-ci, elles sont appelées à se multiplier sur des territoires. On parle beaucoup là, des banlieues, mais elles se développent aussi dans nos campagnes, dans les milieux ruraux ou pas? C'est plus facile aujourd'hui et on arrive plus facilement dans les banlieues en Ile-de-France que dans les banlieues de grandes agglomérations françaises. Très clairement. Ce n'est pas la même dynamique aujourd'hui, mais pour nous, l'Île-de-France était véritablement le laboratoire de ce qu'on veut déployer partout ailleurs. Et donc toute l'énergie que l'on met avec de jeunes entrepreneurs sur la restauration, sur du service, on va bientôt ouvrir une crèche pour garder les enfants pendant une durée d'une demi-heure, juste le temps d'aller faire des courses entre deux déplacements. Ben, ces petites choses-là, elles se développent assez facilement aujourd'hui en Île-de-France et c'est notre défi et de donner une grande ampleur sur l'ensemble du réseau. Fabrice Le Sachet, vous me disiez juste en arrivant que vous aviez parcouru une quarantaine de départements dans le cadre de cette campagne que vous entamez pour la présidence du MEDEF. Cette nouvelle géographie du succès dont on parle, vous l'avez expérimenté ces dernières semaines en parcourant la France. Qu'est-ce qui manque à nos territoires aujourd'hui pour qu'il y ait la possibilité pour chacun de réussir là où il habite, là où il grandit? Alors vous évoquez les territoires. Moi je suis d'origine auboise, troyen. Et à Troyes, il y avait de l'industrie textile. Ma famille était dans l'industrie textile. Dans les années 80, le territoire a perdu 35 000 emplois pour un bassin de population de 120 000 personnes. Cette ville, ce département était mono-industrie. On a vu l'impact de la fermeture des usines avec un délitement social majeur. Et pendant des années, cette ville, comme beaucoup d'autres en fait, cette ville à taille humaine, a vécu de stéroïdes sociaux, en fait, d'un soutien social. Et le renouveau de Troyes et de l'Aube, il est passé par l'Université technologique de Troyes, par l'École supérieure de commerce, par l'éducation, par la formation, par la création d'entreprises. Mais ça, c'est un processus qui est extrêmement lent. Et la leçon personnelle que j'ai tirée et collective de ça, c'est qu'il faut savoir anticiper les mutations. Et ma famille, comme beaucoup d'autres, n'a pas anticipé l'ouverture au commerce international. On ne peut pas blâmer la mondialisation pour les fermetures de nos usines à Troyes. Parce qu'on aurait pu se spécialiser dans le textile technique, on aurait pu augmenter notre valeur ajoutée, trouver de nouvelles gammes de produits. On ne l'a pas fait, alors qu'on avait cette information. Et aujourd'hui, lorsque j'ai traversé ces 40 départements où j'ai vu une très forte vitalité économique, une très forte richesse, beaucoup de différences, et c'est ça notre richesse, c'est qu'on est très différents selon les villes, les départements, et que les gens sont très attachés à ça. Mais on a deux risques majeurs selon moi dans les années à venir, qui constituent des risques réels et qui existent déjà aujourd'hui. Le premier risque, c'est ce que j'appelle l'impôt fantôme. C'est le fait qu'un certain nombre d'entreprises que je rencontre me disent qu'elles ne trouvent pas de compétences pour les emplois qu'elles souhaitent pourvoir. Les statistiques officielles qui évoquent le chiffre de 200 à 300 000 emplois non pourvus me semblent très largement sous-estimés. 40 départements, on en est à 1,5 million d'emplois qu'on a calculés de façon empirique non pourvus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises vont débaucher des talents chez le compétiteur, qu'on va avoir une inflation de la masse salariale non maîtrisée. Dans un contexte de concurrence ouverte, les entreprises ne peuvent pas augmenter leurs prix, donc vont rogner sur leurs marges avec une difficulté à investir. Mais l'investissement, c'est prévoir demain. Donc, si nos entreprises dans les territoires n'ont plus de capacité à investir, comment on veut qu'elles se projettent dans l'avenir? Et le deuxième problème, j'en termine, je serai très court sur celui-là, c'est l'économie de la donnée.
On sait que tout est dématérialisé. Il y aura de plus en plus de flux qui seront dématérialisés. On parle de transformation digitale. Mais pour avoir cette transformation digitale dans la réalité, il faut bien qu'on ait des infrastructures numériques. Et les entreprises qu'on rencontre dans le Périgord, par exemple, 400 employés, une très grosse entreprise, elle a fait ce travail de dématérialisation. Mais aujourd'hui, elle n'arrive pas à accéder à ses serveurs parce qu'il y a trop de flux, ça rame. Donc cette fracture numérique, c'est un handicap extrêmement fort pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de départements. Et le rôle, à mon avis, à mon sens, du MEDEF demain, c'est d'être utile aux entreprises, notamment en ce qui concerne les compétences et le recrutement, et le lobby très fort, l'influence très forte sur les infrastructures numériques. Ce que vous dites rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Marie Trélucane, sur le fait qu'il y a des capacités sous-exploitées dans nos territoires. Effectivement, la question des emplois non pourvus. Vous avez un point commun tous les trois, c'est que vous avez participé à cet ouvrage collectif il y a maintenant un peu plus d'un an, qui proposait une 60aine d'idées pour le candidat Emmanuel Macron. Et la vôtre, on ne sera pas surpris compte tenu de votre passé, Marie Trélucane, c'était de rénover le service civique, un service civique 3.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus avec cette question subsidiaire, évidemment, est-ce que pour vous, cela doit passer par une obligation ? Effectivement, moi je proposais un service national 3.0, entre guillemets, composé de 3 étapes. Sur la base du constat tout simplement qu'on a besoin d'apprendre à vivre ensemble, d'une part, donc on a besoin d'espace et de temps de mixité, sur la base du fait que on a besoin aussi que chaque individu, chaque jeune se rende compte qu'il a un rôle à jouer dans la société, qu'il doit aussi donner à cette société, pas simplement attendre de recevoir. Bon, donc sur la base au moins de ces 2 constats-là, indépendamment des questions de défense, etc. Donc je proposais quelque chose en 3 temps. Déjà, un temps d'éducation à l'engagement à l'école, avec des heures de service, ça se fait dans beaucoup de pays, que les jeunes pourraient consacrer à des causes autour de chez eux et que ce soit valorisé pour l'obtention du brevet des collèges, du bac, etc., que ce soit vraiment valorisé aussi comme une compétence à développer à l'école. Sans doute une semaine d'apprentissage des gestes qui sauvent, des conduites à tenir en cas d'attentat, de catastrophes naturelles, etc., plutôt gérées par les forces de la défense et de l'ordre. Et ensuite, un service civique, mais complètement généralisé, qui devienne une étape incontournable dans le parcours de tous les jeunes. De là à dire qu'on va l'obliger, je pense qu'il y a des éléments d'incitation qui sont de la quasi-obligation, dire qu'on en a besoin, par exemple, que c'est un parcours, c'est obligatoire pour les grandes écoles, que ce serait obligatoire pour entrer dans la fonction publique, que ça devienne tellement valorisé que tout le monde le fera, et effectivement améliorer pour que ce soit pas seulement 6-12 mois qu'on consacre à des missions d'intérêt général, mais aussi 6-12 mois de brassage, donc d'action collective, comme on a pu le déployer dans Unicité, où les jeunes interviennent par petits groupes, justement pour qu'un jeune de quartier et un jeune pas de quartier puissent ensemble aller aider des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des hôpitaux, des écoles. Il y a quand même des milliards de trucs à faire. Et les jeunes que vous côtoyez, vous, ils y sont prêts, ils sont... quand vous parlez de parce que vu de loin, on peut se dire bon, c'est une très bonne idée sur le papier, mais après les premiers concernés, ce sont ceux qui aujourd'hui ont 16-17 ans et qui auront éventuellement à passer par ce service national. L'année dernière, on a eu, je ne crois pas, un service national d'1 mois, que ce soit clair, ou de 3 mois, en dessous de 6 mois. Moi, de mon expérience, en tout cas, on n'arrive pas à confier des vraies missions un peu utiles et efficaces aux jeunes. Donc là, ça me semble être du gâchis, honnêtement. Donc moi, je suis sur quelque chose, une étape dans sa vie, une espèce de césure qu'on consacre à faire des choses pour les autres. Donc le service civique est déjà les prémices de ça, puisque c'est 6-12 mois qu'on propose aux jeunes entre 16 et 30 ans, enfin 16 et 25 ans, 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de consacrer à des associations, des collectivités, des écoles, des causes d'intérêt général, des services publics. Et ils sont un petit peu indemnisés, c'est à peu près la moitié du SMIC, ça doit être même pas, c'est 500 et quelques euros, 570 €. Et c'est au moins 3-4 jours par semaine. Voilà. Ils ont un peu de formation, mais c'est vraiment une césure où ils mènent des actions, ils ont une petite indemnité. Et ce que je vois pour répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 ou 4 demandes pour une place. Ah oui. Que les derniers sondages montraient que 67% des jeunes, c'est-à-dire un potentiel de 500 000, déjà même sans qu'on les oblige, sont déjà prêts à s'engager là si on leur propose une mission. Et que parmi ces jeunes-là, beaucoup viennent aussi des quartiers, parce qu'ils ont tout autant envie d'être utiles et de faire quelque chose et d'apprendre des choses que les autres, je veux dire. Sauf que eux, souvent, on parle l'information, au moins l'information, ont l'impression qu'ils ne trouveront pas de mission ou que personne ne va les prendre parce qu'ils n'ont peut-être pas fait d'études pour certains. Donc on a quand même besoin aussi, ça c'est ce que fait Unicité, d'aller les chercher
en leur montrant que si, bien sûr, on a besoin de vous, on a des missions pour vous. Il faut qu'ils soient informés de l'existence. Sur le terrain pour avoir les missions et tout à déployer. Mais il y a un boulevard quand on voit l'envie de faire, l'envie d'appartenir et le besoin. Parce que moi, j'ai des jeunes qui sortent de 8 mois chez nous, qui me disent que pour la première fois de leur vie, c'est un peu ce que tu as dit sur les déterminés, ils ont l'impression de faire partie de cette société. C'est grave quand même. Des jeunes qui ont arrêté l'école peut-être tôt pour certains, qui depuis l'âge de 16 ans ont l'impression, donc font sans doute une ribambelle de conneries parfois, mais aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'autre place ou que qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette société de toute manière. Et ça les rend, comment dire, plus facilement employables à la sortie de moi ce que j'ai vous... 82% à la sortie qui sont en emploi ou en formation, alors qu'on n'a rien fait. Enfin, on leur a juste confié une mission auprès de personnes âgées, de personnes handicapées, et donc le fait d'avoir été utile à la société, de pouvoir avoir regagné un peu une estime d'eux-mêmes, confiance en eux, confiance même en cette société qu'elle est peut-être pas si pourrie que ça, que peut-être je peux avoir ma place. C'est ça que derrière fait qu'ils sont en mouvement. Moussa Camara, je vous vois opiner. Ouais, je suis tout à fait d'accord parce que c'est des exemples concrets, c'est ce qui fonctionne. Et pour moi, il faut démocratiser le service civique, il faut démocratiser comme il faut démocratiser l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'il y a des jeunes, mon association a pu bénéficier de services civiques et ça nous permet de plus facilement accompagner des personnes que personne n'aurait pris dans un emploi, en premier emploi. Ça leur permet d'avoir une première expérience, entre guillemets, bénévole mais professionnelle, entre guillemets. Et on va doucement parce qu'il n'y a pas d'attente en fait auprès du service civique qu'on engage dans nos associations. Et je pense que c'est vraiment un premier pied à l'étrier qui permet de les rentrer dans le monde professionnel. Et à la suite de ça, moi je sais que des services civiques qui venaient fréquenter l'association en tant qu'adhérents, finalement sont devenus bénévoles bénévolement, et après on a pu leur faire signer des services civiques et derrière on en a embauché certains parce qu'ils avaient le